Et nous revoilà pour un nouvel épisode des Discussions Art Fabrique, avec présent aujourd'hui nos 4 comédiens et spécialistes de l'impro, Émilie Perrudo, Jeff Vital, Laura Turcati et David Mesley. Bonjour à vous 4. Salut. Salut Alex. Bonjour Alex. Alors aujourd'hui nous allons aborder un sujet familier mais effrayant, quelque chose que l'on appréhende, qu'on anticipe et qui ce faisant nous tétanise, nous freine et nous empêche. Un mot si doux mais par moments si lourd, qui nous tente parfois, nous échappe souvent, que l'on essaye de rattraper tant bien que mal pour malheureusement s'y enfoncer un peu plus profond. Nous allons parler de l'erreur. Bien sûr, nous parlerons de l'erreur juste en impro, pas d'inquiétude. Et pour commencer, voici donc seulement quelques définitions de ce mot qui, selon moi, pourrait s'appliquer à cette discipline. C'était d'ailleurs surprenant de trouver tant de définitions différentes pour le même terme, définitions pourtant pas forcément très claires, je dois l'avouer, et cela questionne déjà, n'est-ce donc pas révélateur, l'erreur. 1. Action regrettable, maladroite, déraisonnable. 2. Chose fausse par rapport à une norme, différence par rapport à un modèle ou au réel. Et puis j'ajouterai en 3 quelques synonymes, faute, bévue, gaffe et maladresse. Et pour ouvrir cette conversation, j'aimerais avoir vos définitions à vous. Comment vous définiriez l'erreur en impro ? Je vous écoute. Je peux commencer si tu veux. Donc l'erreur en impro, pour moi, d'après ce que je vois en tant que prof d'impro et improvisateur, je pense que c'est une représentation d'un manque de réussite. Donc tu vois, j'essaie juste de traduire le truc, d'imaginer qu'il y a un but, et donc du coup, par là, quand on imagine qu'il y a un but en impro, se crée l'erreur, et on l'a tous, et on le vit tous, c'est automatique, je pense, de créer un but en impro. Peut-être, dans mon expérience de prof, ce que je ressens plus, c'est une espèce de truc, on est face à la peur, à la honte, donc du coup, justement, on a peur de se louper. On voit beaucoup ce truc de réussite ou un truc à accomplir, ou comme s'il y avait quelque chose à checker. Donc voilà, juste pour résumer rapidement, pour moi, c'est ça, c'est un truc qui est connecté au manque de réussite et aussi à la peur. Voilà. Merci Jeff. Émilie, selon toi ? Oui, ce qui est intéressant dans la définition que tu as lue en premier, c'est une chose fausse par rapport à un modèle. Et du coup, je trouve ça intéressant parce que ce que je dis toujours à mes élèves, c'est qu'il n'y a pas d'erreur en fait en impro. Du coup, ça va être très intéressant comme podcast pour moi. Parce qu'il n'y a pas de faux, il n'y a pas de modèle en fait. Il y a autant de modèles qu'il y a d'improvisateurs. Et du coup, pour moi, il n'y a pas d'erreur. Parce que du coup aussi, voilà, il y a cette maladresse, il y a ce terme maladroit qui est aussi dans tes définitions. Je pense pas qu'on soit on peut être maladroit, et du coup ça rejoint un peu notre podcast de la semaine dernière sur les techniques. Peut-être que l'erreur, elle vient d'une technique qu'on n'aurait pas assimilée à ce moment-là. Voilà, je trouve que l'erreur est un mot très fort. Un mot très fort ? Est-ce que ce mot est fort pour David également ? Absolument. Très très fort. J'aime bien ce qu'a dit Émilie et puis ce qu'a dit Jeff juste avant, sur cette notion de décalage entre ce qui est attendu et ce qui se passe. Et moi, je me rappelle que j'avais une prof, alors c'est pas une prof d'impro, c'était une prof de quoi d'ailleurs ? De chant ou de voix. Et je suis pas aussi fort que Laura pour dropper les noms et tout ça, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Je crois que ça s'appelle Emma, voilà, Emma. Appelons-la Emma, juste pour ce podcast. Et Emma disait bien justement que, en fait, si ne serait-ce que changer le mot erreur par un autre mot, type le mot information, et tu changes pas mal changes pas mal de choses dans ta vision de ce que c'est une erreur. Parce que souvent, une erreur, elle est une erreur parce qu'on lui a connoté cette étiquette-là il se passe quelque chose d'imprévu, il se passe quelque chose que je ne maîtrise pas, il se passe quelque chose qui n'est pas conforme aux attentes que j'avais placées. Et donc, du coup, j'appelle ça erreur. Et c'est vrai, quand elle nous avait apporté cet éclairage-là, Emma, j'avais trouvé ça super libérateur. Dans le sens où tu te dis ok, en fait je viens juste d'apprendre quelque chose, donc notamment là on était sur le travail de la voix qui est
qui est un travail où tu fais que ça, en fait, découvrir que tu n'y arrives pas, que ta voix elle fait quelque chose que tu ne pensais pas. Et en fait, c'est à chaque fois des petites informations supplémentaires. Et ça, tu peux l'appliquer en fait au théâtre complètement et à l'improvisation complètement. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Émilie sur la notion de erreur. C'est un terme très fort parce que j'ai l'impression que ça vient mettre tout ce qui est juste, la notion du juste, du faux, du bien, du mal, et c'est des notions hyper fortes. Moi, ce que je mets dans erreur, ce serait plutôt, en improvisation, ce serait plutôt, admettons, un manque d'écoute. Par exemple, dans une improvisation, quand on se trompe on nous a donné un nom, on a oublié le nom, on s'est trompé de lieu, ces choses-là sont des erreurs, mais pour moi, c'est plutôt un manque d'écoute. C'est-à-dire qu'on était peut-être sur notre banc en train de faire autre chose et de penser à autre chose. Ces choses-là peuvent arriver et c'est pas grave du tout d'ailleurs. Le tout derrière, c'est d'assumer ce qui se passe et pas essayer de cacher ces choses-là. On s'est trompé, en tout cas pour ce cas de figure, on assume, le public l'a vu et on avance. Je pense que d'essayer de cacher, c'est le pire. Ouais, juste pour terminer, parce que justement, ce que disait Émilie m'a touché, c'est bien évidemment ce qu'on dit souvent et ce que je dis aussi comme Émilie à mes élèves, c'est que l'erreur n'existe pas. Et je pense que c'est intéressant parce que dans ta question, je voulais juste répondre directement par une réponse de qu'est-ce qu'on peut dire de l'erreur. Mais c'est vrai que si on part du principe, et je pense qu'on va beaucoup en parler dans cette discussion, que l'erreur n'existe pas. Mais pour expliquer ça, faut quand même partir d'un point de vue qu'elle est quand même là. Parce que de juste dire qu'elle existe, même moi, je me remets en question souvent qu'elle n'existe pas, je me remets souvent en question là-dedans. Donc je dirais plus que c'est une interprétation psychologique par rapport à une règle. Mais c'est ce qu'a dit Émilie, hein, mais je le redis avec mes propres mots là-dessus, juste pour moi articuler le truc. C'est tout ce que j'avais envie de dire. Interprétation psychologique par rapport à une règle donnée ou un but précis qu'on s'est fabriqué. Donc c'est quelque chose de très propre à l'humain. Et ça nous intéresse de ouf en impro, parce que justement, ce qui nous intéresse en impro, c'est comment est ta psychologie avant que tu joues une scène, comment tu places et de quelle manière tu vois les choses. Et on se dit souvent, quelqu'un qui est dans un bon mood en général va avoir quelque chose de plus frais en impro que quelqu'un qui justement peut-être va partir d'un point de vue plus négatif. Donc c'est intéressant, quelle est la création dans ton esprit de ce qu'on peut appeler l'erreur. Oui, David. Yes. Et j'aime bien ça, ce côté état d'esprit, en fait, par rapport à la même chose qui se passe en fonction de l'état d'esprit que tu as par rapport à ça. Ça devient soit quelque chose qui peut être négatif ou quelque chose qui, au contraire, est positif sur lequel tu peux construire. Et en fait, moi, la manière dont j'approche l'impro, alors que ce soit quand on joue, nous, ou avec les élèves, c'est vraiment, en fait, quasiment d'aller chercher ça, en fait. Aller chercher ces moments d'erreur ou ces moments d'imprévu qui font, et ça on en a un peu parlé dernièrement, qui font qu'en fait tu arrives sur quelque chose qui est unique, quelque chose qui n'était pas prévu. Et en fait il y a un peu c'est marrant parce qu'en fait on fait de l'improvisation et tu as beaucoup de gens encore qui veulent tout anticiper, tout prévoir et contrôler, alors que justement le nœud du truc, le cœur de la discipline, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Donc en fait quasiment tout devrait être considéré comme une erreur, même si c'est une erreur que j'apprécie plus parce qu'elle va plus ou moins dans l'univers de ce que j'avais prévu. Mais en fait, si je dis c'est juste une information, ok, c'est une information différente. Et même après, une fois que tu pars de là, même si tu parles avec quelqu'un qui, comment dire, tu es sur scène avec quelqu'un et tu peux dire, il a un manque d'écoute, je lui parle du je sais pas moi, de ma mère qui va mourir, et lui il me parle du temps qu'il fait et qu'il va faire du cheval, et ben c'est encore quelque chose que je peux intégrer d'une manière que je trouverais, parce que lui peut-être qu'il y a des informations sur son personnage qui sont importantes, et je peux même jouer avec ça. En tout cas, de se dire ok, en fait c'est pas une erreur, il a pas fait une erreur, c'est juste une information. C'est comme si tu allais dans la rue et que quelqu'un il réagissait d'une manière que tu n'avais pas prévue, qui est inconventionnelle. Sauf qu'effectivement, dans la vie, 99% du temps, on sait à peu près comment les gens vont réagir, mais tu n'es pas à l'abri que quelqu'un il te saute dessus, il te crie quand il te rend la monnaie au magasin, et là tu vas faire oh ok, il a fait une erreur. Bah non, c'est juste quelque chose qui est arrivé que tu n'avais pas prévu, quoi. Je pense juste à un exercice que Jeff fait souvent, qui est que j'aime beaucoup, qui dans les exos, dans l'échauffement, qui nous permet d'accepter l'erreur en impro, justement, quand on se trompe, et de l'accepter. C'est que c'était un petit truc que tu avais fait au tout début, Jeff. Tu disais il fallait qu'on dise yes avant d'être éliminé.
alors qu'on vient de perdre dans le petit jeu qu'on est en train de faire. Et ça, tout bêtement, c'est tout une petite chose à faire, mais c'est pas évident. On a la tendance à dire putain, merde, on a envie de s'énerver. Et de prendre ça de manière positive, je trouve que c'est déjà une très bonne méthode. C'est un des exercices que Jeff fait, que j'aime beaucoup. Intégrer l'erreur et la rendre positive. Je crois que c'est pas une notion très évidente, enfin je suis sûre, quand on débute l'impro, parce que, surtout quand on commence avec du match. Parce que le problème du match, c'est que l'arbitre va pointer du doigt, entre guillemets, nos erreurs. Parce qu'il va nous siffler des fautes, et ça faisait partie de tes définitions, d'être une faute, etc. Et du coup, je crois que c'est intéressant, on va, je pense, décortiquer encore plus aujourd'hui. Parce que nos élèves vont nous dire « Ouais, mais t'es gentil, quand j'ai l'arbitre qui me siffle un manque d'écoute ou un refus de personnage ou des choses comme ça, bah, ça veut dire que je suis dans l'erreur. » Du coup, je me tourne vers mes camarades aussi. Comment qu'on fait en fait pour expliquer cette notion de faute qui est sifflée et reconnue et en plus mis en exergue devant tout un public, devant 2 équipes. Comment on peut accepter du coup ces erreurs, quoi? Si je peux m'immiscer dans cette conversation, je voulais juste vous donner la différence entre une faute et une erreur, d'accord ? Donc la différence entre la faute et l'erreur, une faute, c'est un manquement à une règle, à une norme, alors qu'une erreur n'est rien d'autre qu'une méprise, une action inconsidérée, voire regrettable, un défaut de jugement ou d'appréciation. D'accord. Voilà, Alex a quasiment répondu à notre question. Non, mais c'est intéressant que sémantiquement on détache les deux, parce que c'est vrai que j'aurais tendance à vouloir, même aujourd'hui en parler, le fait qu'elles sont mélangées. C'est-à-dire que sémantiquement, c'est vrai que ça peut être détaillé, mais je pense que dans la plupart de l'esprit des gens, ça c'est personnel, elles sont pareilles. Et ça, c'est le problème, en fait. Parce que tu viens de dire un truc qui est très juste, c'est que c'est une méprise, l'erreur. C'est un truc, ça arrive. Et la faute, c'est quelque chose qu'on va prendre beaucoup plus au sérieux. Mais malheureusement, si l'erreur est prise comme une faute, c'est le problème, quoi. Oui, et je pense que dans le match aussi, quand nous, en tant qu'arbitre, on siffle des fautes par rapport à un cadre, par rapport à quelque chose qui est établi et qu'il faut suivre. Une erreur, comme disait Jeff très justement, c'est la notion que tu as par rapport à toi-même, psychologiquement aussi, que tu le vois comme un échec finalement. Une erreur, Laura en parlait, c'est des mots hyper négatifs et hyper trop forts finalement, de se mettre cette pression sur un comédien d'improvisation ou sur n'importe quelle personne finalement, parce que ça peut arriver aussi dans d'autres contextes, mais de se mettre cette pression-là que j'ai fait une erreur, je suis en échec, j'ai fait quelque chose de mal. Et finalement, je trouve ça hyper intéressant aussi ce que disait David, de rebondir sur ça, au lieu en fait, de s'auto-flageller, c'est ce qui va se passer. Oui, David. Ouais, ça va pas vraiment dans le sens de ce qu'on est en train de dire, mais c'est un nouvel angle d'approche par rapport à ça. En fait, il y a aussi quelque chose qui est important par rapport à l'erreur, c'est qu'en fait, on ne peut pas apprendre l'improvisation comme n'importe quoi sans faire ses erreurs, en tout cas sans essayer et sans avoir les résultats qu'on cherchait à obtenir. On a parlé notamment de la technique la dernière fois. Ben ça demande de la pratique et ça demande d'essayer en fait. Et pour moi, c'est en fait la conséquence d'essayer, c'est d'avoir des résultats qui soient parfois pas conformes à ce qu'on attendait. Tu tentes un personnage et tu vois que il n'est pas encore bien affiné, il fonctionne pas super bien, mais au moins tu l'as essayé. Un des risques d'avoir trop peur justement de ce gros mot erreur, c'est de plus rien faire en fait. Et tu te dis au final, je reste dans ma zone à peu près de contrôle, de maîtrise, et j'essaie rien d'autre. Et je trouve que c'est du coup très appauvrissant parce que pour moi, il y a qu'une seule moyen de continuer d'avancer, c'est de se tromper, justement d'avancer. Et si tu restes statique dans ta zone, pour moi, tu fais que régresser. En fait, tu restes même pas à ton niveau. Pour moi, tu fais que régresser parce qu'on a toujours besoin de s'alimenter, de tester des trucs, de compléter des trucs. Et pour ceux qui ont essayé d'ailleurs de jouer tout le temps avec les mêmes personnes ou dans les mêmes endroits, les mêmes formats de spectacle et tout ça, au bout d'un moment, tu as l'impression que tu progresses plus et limite, tu te sens régresser. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et c'est pas un sentiment agréable. Et en fait, justement, quand tu reviens dans une zone où tu testes des trucs, où t'es pas confiant, où c'est pas ton business, tu vois, ton cœur de business, et que là, justement, les résultats, ils sont moins maîtrisés, c'est un peu plus aléatoire, et que tu fais des erreurs, et là, tu ramènes un peu de fraîcheur dans ton jeu, et tu apprends. Donc tu dis qu'il faut aller chercher l'erreur, qu'elle est nécessaire. Ouais.
Ok, les autres, vous êtes d'accord ? Ouais. Ce que je disais justement, c'est l'intégrer comme quelque chose de positif par rapport à l'exercice où on fait yes. C'est justement ne pas se dire que ce n'est pas arrivé, ne pas essayer de cacher. Donc ça rejoint ce que dit David. L'intégrer et s'en servir, effectivement. Je pense que je suis tout à fait d'accord. Et aller à fond. Moi, ça me fait penser à un échauffement que j'ai fait avant un match avec une équipe qui... et donc, j'ai pris, effectivement, comme j'ai travaillé avec Jeff longtemps, j'applique aussi ce qui nous a transmis. Et du coup, je fais cet exo où, au lieu de dire « Ah, purée, je me suis trompée », exactement comme disait Laura, je vais dire « oui ». Et puis, voilà. Et c'était une équipe qui n'avait pas forcément l'habitude de travailler avec moi. Et le premier réflexe qui est apparu, c'était de vraiment d'être désolé en fait de s'être trompé dans le jeu. Ah pardon, je me suis trompé, ou du coup de s'auto-juger directement et vraiment de se dire mais j'aurais pas dû, pardon, il y avait un truc comme ça. Et j'ai dit on est dans l'acceptation, on est dans l'erreur existe, on la prend et on la gère quoi. Tout à fait. Oui, Jeff. Oui, justement pour ajouter là-dessus, je suis d'accord. Donc David parlait d'intégration de l'erreur, et comme Laura et comme Amélie, je dirais apprivoiser, et encore plus, en fait, à la base, ce que moi je vois chez mes élèves et même chez moi, c'est cette peur de l'erreur. L'idée, c'est justement de plus en avoir peur, et justement de l'utiliser comme un fuel, et du coup, ça va rejoindre carrément ce que dit David, ça va devenir un fuel, mais c'est vrai, avant que ça devienne un fuel, faut vraiment le voir. Faut vraiment le voir autrement, et du coup cette espèce de thérapie, comme disait Laura, cette espèce de process, par exemple cet exercice que j'aime beaucoup, ce qui est intéressant, c'est que moi je le vois beaucoup comme une intégration dans il est toujours là en fait, et genre je le dis même plus en fait, je le dis en première année, je le dis les premiers mois, mais en fait les élèves ils font à ma place parce que c'est une espèce de thérapie, mais en même temps au-delà de ça, c'est pas forcément, c'est marrant, mais le takeaway de cet exo des fois, mais comme disait Laura, c'est pas forcément juste le yeah là je me suis trompé alors que je sais très bien que je voulais m'en vouloir, c'est justement j'observe ma réaction. Tu sais, tu regardes un footballeur, il y a des footballeurs qui vont louper un but et qui vvont repartir direct après, et il n'y en a pas beaucoup. Et souvent, et je dis pas que c'est les plus mauvais, mais je sais pas, je te donne l'exemple, Olivier Giroud, voilà. Mais je sais pas, c'est la dernière image que j'ai en tête, salut Olivier, si tu nous écoutes, Coupe du Monde 2018. Salut Olivier. Il se prend la tête comme ça, il s'est loupé, tu vois, et c'est fort, quoi. Et le problème, c'est que psychologiquement, ça va l'atteindre à ce moment-là. Et ça va devenir un vrai problème, parce que oui, c'est loupé, oui. Il reste du temps de jeu. Et après, voilà, je dis pas ça, hein, c'est un super athlète, il n'y a pas de problème avec toi, Olivier, ne prends pas comme ça. Mais voilà, c'est intéressant cette idée de c'est surtout m'observer quand je me gourre. Que je réalise à quel point je me saborde en fait. Ouais. Et pour revenir à ce que dit Jeff, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, l'erreur, c'est quelque chose qui nous fait peur. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une intervention qu'on a eue à la FBI. On a eu Mathieu Lepage qui est venu nous donner un stage. Et on a commencé le stage et il nous a dit « Quelle est votre plus grande peur en impro ?» Et vraiment, je pense à 80%, c'est de se tromper. C'est formulé de différentes façons, mais c'est la peur de l'erreur. Et c'est revenu à chaque personne sous différentes formes, avec différents mots. Et c'est incroyable comme c'est ancré en nous, parce que dans notre vie de tous les jours, on essaie de bien faire, et du coup, on ramène ce bagage de vie avec nous jusque dans l'impro, et c'est dingue parce que c'était hyper révélateur. Et ça me fait juste penser à une deuxième chose. Je travaillais avec les E à Paris, on faisait un spectacle. Et ce que j'adore avec les E, c'est que justement, ils vont toujours chercher chez toi. Ils voient qu'il y a un petit manque d'écoute, que tu sais plus trop comment il s'appelle ton mari. Au lieu de te back-up, les bâtards, ils vont dire « Et comment s'appelle votre mari ?» En fait, ils sont tout à fait de connivence avec tout le monde. Parce que si eux l'ont vu, tout le monde l'a vu. Et en fait, on va jouer de ça et ça devient un moment complètement anecdotique dans le spectacle, mais on assume l'erreur et ils vont faire en sorte qu'on l'assume, qu'on ne va pas passer en essayant de cacher ce truc-là. Si on ne sait pas le nom du mari, qu'on n'a pas été à l'écoute, ils vont faire en sorte qu'on... Voilà. Moi, je trouve que ces petits pieds de nez hyper cool et ça dédramatise un tout petit peu ces choses-là parce qu'on peut se mettre à stresser pour des détails à la con comme ça, c'est pas bien grave, quoi. Puis ça devient un moment vraiment fun pour le public. Je pense que, pardon David, j'overlap, mais juste une phrase, c'est que c'est aussi une des raisons pour lesquelles les gens viennent voir de l'improvisation. Je pense qu'ils aiment nous voir sur le fil.
Et je pense qu'il faut qu'on aime être sur le fil. Complètement. Et pour en revenir à ce que disait David, c'est là que ça devient authentique aussi. On est authentique à ce moment-là. Donc c'est intéressant. Et j'adore ce que tu dis en fait sur l'exemple que tu as donné là avec les E, sur comment réagissent les gens qui sont autour de toi. Et j'ai l'impression que c'est plus ça qui va créer le fait qu'on labelle le truc erreur plutôt que toi-même en fait. Comment réagissent les gens autour de toi? C'est comme en classe, quand tu dis quelque chose de faux, tout le monde te regarde. Oh, ça faisait pas 72 dans la table de multiplication. Et en fait, là, t'as bien compris que t'avais fait une erreur. Et c'est un peu pareil sur scène, quoi. Tu dis, oh non, il s'appelait pas Jean-Pierre, il s'appelait Jean-Paul le mari, tu vois. Et la réaction, c'est, ah oui, vraiment, il a fait une erreur. Alors que si la réaction, elle est, comme tu dis, intégrée dans le jeu comme une information, comme une autre, là, on en joue. Et ça peut soit être quelque chose d'un peu cabot, tu vois, pour rigoler avec le public, mais ça peut être complètement le drive de la scène. Si le mec, il se rappelle plus du nom de sa femme, c'est peut-être qu'il a une amante, ou il a une amnésie, ou en fait, il vit dans plusieurs univers parallèles, et que sa femme, elle change à chaque fois de nom, et tu peux ouvrir des portes, tu vois. Alors que si tu restes bloqué dans ce petit carcan-là de l'erreur, bah, du coup, tu t'ouvres pas ces univers-là. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est... je crois que c'est Jeff qui a un peu parlé de ça. Oui, voilà, quand vous disiez, bon, c'est vrai que l'erreur, c'est quelque chose, quand on nous demande, ah, vous avez peur de quoi? On dit, on a peur de l'erreur. Et du coup, pour moi, c'est aussi très vrai du fait que les improvisateurs francophones, on est, je m'inclus dedans, très cérébraux, très, très mental, on réfléchit beaucoup. Et l'erreur, c'est forcément un processus mental. C'est pas quelque chose c'est pas dans notre corps, en fait. Si tu tombes, si tu trébuches, si tu tombes à vélo ou je ne sais quoi, ton corps il va déjà réagir parfaitement. Tu vas peut-être te faire mal, etc. Mais au mieux de la situation, avant que toi, intellectuellement, tu te dises ah mais j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû aller aussi vite dans ce virage, tu vois. Sauf que en fait, t'as déjà réagi, t'as déjà dealé avec la situation. Et en fait, en impro, c'est un peu pareil. Si tu te dis ok, je vais laisser mon mental de côté et pas suranalyser ce qui est en train de se passer en y mettant des grands titres, ça c'est une erreur, ça c'est juste, ça c'est drôle, ça c'est un moment que j'ai bien négocié, et que tu es juste en train de surfer sur les différents moments, et bah du coup t'es plus tranquille, quoi. Et effectivement, si t'es aidé en plus par les copains ou par le public, ou par toi-même, avec ta bienveillance pour toi-même et ce que tu es en train de faire, c'est cool, quoi. Oui, Émilie? Non, tout ce que vous avez dit est tellement juste en fait que j'ai pas grand-chose à rajouter. Moi, je me posais la question, oui, en quoi en fait c'est une erreur? Quand on dit erreur, en quoi c'est une erreur? Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il y a un bouquin qui dit effectivement que si tu te trompes de nom comme ça, c'est une erreur, etc. Je pense que c'est ce qu'on en fait ensuite. Et encore une fois, c'est hyper personnel parce que du coup, ça veut dire qu'au lieu d'être concentré sur ce qui se passe sur scène, je sors de ma scène et je me dis « Oh purée, là, je me suis trompée, donc c'est une erreur. » Moi, ça fait hyper longtemps, ça va être hyper modeste ce que je vais dire, mais que je ressens que je ne fais pas d'erreur, hein, parce qu'en fait, j'intègre tout ce qui se passe. J'avais dit que c'était hyper modeste. Non, mais ça fait rire quand même, même avec tu nous avais dit, mais... Du coup, parce qu'il y a une expérimentation, et parce qu'aussi, on a l'expérimentation et le laboratoire qu'on fait en coaching, en entraînement, mais pour moi aussi, la scène est une espèce de laboratoire aussi. Et tout ce qui s'y passe, je le prends, et pour moi, c'est pas une erreur, quoi. C'est parce que ça se passe. Et je le vois sur je sais pas, soit des élèves ou des personnes avec qui je joue, qui vont tout de suite sortir de scène en disant « Oh, mais là, c'est pas possible, on s'est complètement planté. » Et en fait, ce mot « planté », je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire, en fait. Je ne comprends pas en quoi on s'est planté, puisqu'on a accepté, on a joué, etc. Même un silence n'est pas un plantage, puisqu'il se joue. Ouais. Oui, David? C'est vrai que cette notion, je pense, d'erreur, comme tu dis, avec beaucoup d'humilité, Émilie, J'ai pas dit ça. Vas-y, tu rajoute-le maintenant. Je pense que je vais changer un titre. Je pense que c'est aussi peut-être dû à ce qu'on met comme j'ai noté sur mon petit cahier conséquences, en fait. Une erreur, elle est plus ou moins grave en fonction du prix à payer ou de la punition d'une erreur. Et c'est vrai que si tu diminues ça, c'est-à-dire que la conséquence finalement d'une erreur, elle est minime, voire négligeable, voire même si tu arrives à renverser ton truc en te disant c'est même positif de faire des erreurs, au final tu n'as plus
peur d'en faire et tu n'as même plus l'impression d'en faire et tu n'as même plus l'impression que ça existe. Mais effectivement, si tu te dis si je me trompe quand tu commences l'improvisation et que tu n'as pas envie de tuer la scène, tu n'as pas envie d'empêcher tes copains de jouer, tu n'as pas envie de faire des erreurs dans l'histoire pour que ça se tienne bien, tu te mets un poids énorme, tu vois, sur la tête en disant non mon Dieu, et du coup tu dis plus rien, tu fais comme Laura qui disait sa première impro, elle était restée les mains dans le dos, tu vois, elle a peur de faire une erreur, tu vois, le premier truc que je vais dire, je vais pas être dans le tempo, je vais répondre à un truc qui s'est dit il y a 10 secondes, le moment il est passé, moi j'interviens, tout le monde me regarde et là c'est c'est fou quoi. Donc je pense que effectivement, si on diminue le prix à payer pour ces erreurs, mais je pense que c'est même soi-même, ou alors en parlant aussi, pareil, à chaque fois je dis ça, mais en parlant avec les groupes avec lesquels on travaille, tu vois, comment chacun se sent par rapport à ça. Je dis pas, si vous avez un concept hyper chiadé avec de la chorégraphie, avec de la musique, avec des trucs, tu vois, plus calés, et que là, il y a un niveau de tolérance qui est un petit peu moins élevé, faut en parler entre vous. Si vous êtes sur un format qui est un peu plus freeform, là, c'est un peu, voilà, faisons-nous plaisir. Au contraire, l'erreur est bienvenue. Si on a un cadre comme le match, avec quand même du cérémonial, avec des choses à respecter, il faut l'intégrer quand même. Et à mon avis, pas se mettre une chape de plomb sur les épaules, parce qu'au final, c'est que du théâtre. Ça me fait penser à quelque chose que tu es en train de dire, Dadou. Donc je rebondis. Dadou, mince, elle a osé. C'est mon petit nom, voilà, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Alors ça s'est passé, c'était une expérience théâtre. C'était la dernière année du cours Florent. On a passé une audition, toutes les 3e années passent une audition, et ils sélectionnent quelques personnes pour faire un espèce de spectacle devant tous les agents et tout, et c'est un truc de sortie pour t'aider un peu à faire de l'image, etc. Et donc on a monté ce spectacle, et c'est plein de petits extraits, chaque acteur doit être un certain temps sur scène, on a tous notre temps de scène. Dans ma scène, ça commençait avec 2 personnes que je prenais à partie, donc 2 autres acteurs qui faisaient figurants dans ma scène, et je les prenais à partie, je parlais au public en critiquant ces personnes, et c'est comme ça que ça commençait. On a répété, tout se passe bien, etc. Le jour de la première, ils ne sont pas là. Pour X ou Y raison, ils n'ont pas eu le temps de revenir sur scène. Mais sauf que ça n'était encore jamais arrivé qu'ils soient pas là, vu qu'on avait toujours répété avec eux comme appui de jeu. Mais là, de vous le dire comme ça, je me dis, mais il y a 1001 possibilités qui s'offrent à moi, n'est-ce pas? Et du coup, j'ai donc choisi de faire quelque chose d'assez absurde, c'est de faire comme s'il y avait des gens et je parlais en montrant des gens qui n'étaient pas là, et j'ai fait ma scène comme ça. Je me dis aujourd'hui, j'aurais pu faire 10 000 autres choses bien mieux, mais je pense, donc pour revenir à ce que tu dis, David, tu choisis de vivre l'erreur, tu vois, ils sont pas pu venir sur scène, ils ont pas eu le temps, tu choisis de la vivre comme un... Tu peux donner le nom de ces personnes. J'en ai un qui est un très bon ami à moi, et qui s'en rappelle, il est traumatisé, plus que moi, je crois. Non, ils ont pas eu le temps, après leur scène, de revenir sur scène, bref, mais peu importe, on s'en fiche. En fait... tout ça pour dire que ça dépend quel est le poids qu'on y met à cet événement. Sur le coup, j'ai été quand même un peu... ok, ils m'ont laissé tomber, quoi. J'ai eu un espèce de truc de trahison et tout. Mais on rebondit, c'est une fraction de seconde, hein, et après on joue, on fait notre scène, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, c'est peut-être là qu'on était au cœur du vrai moment théâtre, en fait. C'était peut-être le seul instant où on est vraiment dans le jeu. Ça veut pas dire qu'il faut faire des choses comme ça, bien sûr, mais... J'ai fait ce choix-là, mais j'aurais pu faire 1000 autres choses, et je me dis, finalement, ils m'ont fait aussi un beau cadeau, parce que c'était un vrai moment d'ici et maintenant. Non, c'est très très court ce que je voulais ajouter, merci Jeff. Par rapport à ce que disait Laura, c'est en fait, en art-thérapie, on dit qu'on attend l'accident, et c'est l'accident qui va provoquer la créativité. Et qui va provoquer d'autres, voilà, ça après un peu plus thérapeutique. Mais du coup, je pense qu'en impro, ce qui est intéressant, c'est effectivement l'accident. Donc cette erreur qu'on peut appeler information, du coup, ou accident, va nous permettre d'avoir quelque chose de plus profond que peut-être notre mental était en train de réfléchir ou de mettre en place. Et puis je suis très content d'avoir laissé Émilie parler, parce que c'est exactement, voilà, c'est un tremplin pour ce que je voulais dire. En l'occurrence, justement, un truc auquel j'ai pensé pas mal, c'est la provocation de l'erreur, qui est aussi très intéressante en impro, je trouve. J'ai lu ça dans le bouquin de Mark Jane, qui est un improvisateur anglo-saxon qui réside à Paris, qui est très très intéressant. Et dedans, il y a tout un chapitre qui s'appelle
la malice. Et je trouve ça très intéressant. Et il sous-titre la malice, la provocation du changement, la provocation de l'erreur. Et c'est un truc que j'observe pas mal dans les improvisateurs plus chevronnés, c'est cette envie de retourner des trucs en ne laissant pas. Ça veut pas dire un contrôle de l'erreur, ça veut juste dire laisser la scène être telle qu'elle et ne pas se laisser avoir par des petites techniques ou essayer de bien faire les choses et juste de retourner un peu la situation et de surprendre aussi ton partenaire quand tu lui fais confiance. Par exemple, j'ai un exemple typique avec ça, un exemple avec David. On a fait un spectacle qui s'appelle Chapitre avec Valet de Cœur et j'étais face à David. Et là, je propose donc avec mon personnage une aparté. Donc je suis en train de très clairement de montrer à David, et il le voit, hein, il l'a compris, que j'étais en train de parler à moi-même. Et donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut juste dire que je lui propose une mise en scène et je lui dis voilà, ton personnage n'entend pas ce que mon personnage dit. Et ce que fait David, c'est que David, au lieu de faire ça, il décide de faire qu'est-ce que vous dites ? Et bien évidemment, il prétend que j'ai parlé à voix haute tout seul, ce qui est très intéressant parce que c'est aussi plus intéressant en fait. Pourquoi c'est plus intéressant ? Parce que sur le moment, je suis en mode « Ah, l'enfoiré !» Mais aussi, je suis en mode « Il a raison !» Pourquoi est-ce que ce personnage, il est pas... Enfin, il a raison, pas tout le temps, hein. Mais là, en l'occurrence, dans ce cas précis, il l'avait. Pourquoi ? Parce que là, j'étais en train de réfléchir à mon idée. Peut-être que je réfléchis rapidement, c'est aussi peut-être ça, voilà, il y a l'expérience, etc., donc ça allait vite, mais quand même, il y a un truc de réflexion qui n'était pas assez organique, pas assez naturel. Donc, du coup, vu qu'il m'a dit ça, mon personnage maintenant devient très self-conscious et il sait qu'il parle tout seul, quoi. Donc il faut l'intégrer, il y a quelque chose de comique intéressant. Je me rappelle que juste après ça, justement, on a fait une scène assez comique, je crois, qui est sortie de ça. Justement, je crois que je lui ai envolé un peu, donc je lui ai mis un bâton dans les roues, pareil que lui, juste après ça. Donc c'est aussi... Et juste un bâton. Oui, je lui ai pas mis des bâtons dans les roues, moi. Moi, je mets un bâton dans les roues. Un bâton. C'est-à-dire que j'ai un long bâton qui passe par toutes les roues. Le mec est méchant, ça, mais c'est pas pas très trop. longtemps. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je pense qu'on parle beaucoup de l'erreur, mais c'est vrai que je pense que ce qui est Je te laisse intéressant une pour chance, l'improvisateur, pour réaliser aussi, parce qu'on parle du fait que là, depuis tout à l'heure, c'est ce qu'on dit, hein, on veut que ça devienne quelque chose de positif chez nous, en fait, en tant qu'improvisateur. On dit que c'est positif quand on l'intègre. Et quelle autre manière meilleure pour l'intégrer que de la provoquer, en fait, hein, et que d'être malicieux. Faut pas toujours trop être malicieux, mais c'est fun de l'être parfois. Voilà. Soyons des David. Soyons des David. Soignez-moi. Moi, je voulais juste rebondir sur ça aussi. Ce qui est intéressant, c'est on a beaucoup d'attentes quand on débute l'impro, d'attentes sur scène, que ce qu'on a imaginé arrive, ce qu'on a pensé arrive, etc. Et je crois que dès qu'on attend quelque chose, dès qu'on attend trop, forcément on est déçu parce que ça se passe jamais de la façon dont on a imaginé. Et Jeff a bien expliqué avec David, il avait son truc et du coup une espèce d'attente qu'il a vite abandonnée pour en fait jouer avec ce qui se passait. Et il y a beaucoup de jeunes improvisateurs qui disent ouais mais moi là en coaching ça arrive souvent ou même sur scène on sort de match, ouais mais là tu vois ce que je voulais faire c'était ça et du coup toi tu l'as pas pris et du coup ça a pas marché. Parce qu'ils s'accrochent à leur mental, encore une fois, à ce qu'ils imaginent, au lieu de se dire « Ok, j'imagine un truc, je m'y tiens, parce que c'est aussi mon enjeu de perso, etc. » Mais il y a l'autre à prendre en considération, et c'est la magie. Et donc, il y a plein de gens qui vivent peut-être mal leur première mi-temps, ou mal... je parle pas des longues formes, du coup, parce que je laisse mes amis de Valet de Cœur en parler tellement bien. Je préfère parler de match. Mais voilà, il y a une attente, et du coup, on est toujours déçus. Enfin, jusqu'à ce qu'on arrive à se détacher de ça. Effectivement, si à la place de... Je sais plus, David, qu'est-ce que tu as dit au début ? Qu'est-ce que tu mettais à la place de l'erreur ? Information. Ok. Moi, je mettrais à la place de l'erreur, je mettrais l'imprévu. Et ce serait... à partir du moment où tu te dis que l'erreur, c'est quelque chose qui est imprévu, ça devient une fenêtre de jeu, ça devient ce qui est la vie, parce que la vie n'est que d'imprévu, faite d'imprévu. Et donc, c'est pour résumer un peu tout ce qu'on s'est dit depuis le début. Et donc, ce sera forcément authentique. Je pense que si au lieu d'erreur, on y met quelque chose imprévu, c'est une nouvelle fenêtre, un nouvel univers qui s'offre à nous, et on le voit sous un autre angle. Oui, droit de réponse par rapport à l'exemple de Jeff.
Non, non, c'est vrai. En plus, non, mais t'as raison, Jeff. En plus, on s'était bien marré sur juste le moment d'après, je m'en rappelle. Et ça avait bien fonctionné. Moi, j'adore de toute façon comment dire, les pots de banane. C'est-à-dire, c'est pas. Quand tu commences, on te dit, voilà, soyez gentil en impro, voilà, mettez pas de peau de banane, soyez bienveillant et tout ça. Mais une fois que tu as intégré ces concepts-là, tu sais que tu es bienveillant, t'es là t'es au service de la scène, tu es au service de tes partenaires, etc. Et en fait, à un moment donné, tu arrives à intégrer le fait que mettre un bâton dans la roue de ton partenaire ou une peau de banane, et ben justement, c'est pas quelque chose qui va le bloquer, mais c'est au contraire quelque chose qui va lui permettre de trouver autre chose, ou de transcender la scène, etc. Et ça veut dire qu'en fait, tu fais confiance aussi à tes partenaires de jeu de réussir à intégrer ces informations-là. Et en fait, ce qu'a pas dit Jeff, parce qu'il est modeste, c'est qu'en fait, ça demande une qualité de réadaptation en fait, qui est méga rapide. C'est-à-dire qu'en fait, tu as tout ton univers que tu as apporté qui bascule en une fraction de seconde et tu crées une nouvelle réalité qui est une sorte de mix entre ce que tu avais amené et le nouvel univers ou la nouvelle grosse information qui vient de t'arriver par ailleurs. Et donc toi, ton boulot, c'est en une fraction de seconde de merger les deux informations et de continuer avec ça. Évidemment, ça se fait pas comme ça si tu n'as jamais fait d'improvisation. C'est pas quelque chose qui est forcément facile à faire tout de suite. Mais moi, il y a quelque chose que je fais beaucoup avec mes élèves, c'est on en a parlé tout à l'heure des petits jeux, tous ces petits jeux un peu débiles. Tu sais pas pourquoi tu les fais. Souvent, quand tu commences, moi j'explique. En plus, je les explique pas trop. Et les gens, gentiment, ils font les jeux débiles, tu vois. Et au bout d'un moment, je leur dis quand même, mais vous savez pourquoi on fait ça? Et ils me disent, bah, nous, on vient, on les fait. Non, mais je dis, ouais, c'est cool. Non, c'est pas ce qu'ils me disaient en plus. Non, je leur dis, le but du jeu, c'est d'aller jusqu'au moment où on se trompe, au moment où on n'y arrive plus et au moment où notre cerveau, il est plus assez fort pour gérer toutes ces informations. Parce que le jeu, tu as toujours une capacité à l'étirer jusqu'à un moment de rupture, en fait, on n'y arrivera plus. Donc, moi, c'est ce qui m'intéresse. En fait, c'est d'arriver jusqu'à cet endroit-là où, en fait, on n'y arrive plus. Et en fait, on est obligé de s'adapter. Donc, c'est cette capacité-là d'adaptation que je trouve qui est super intéressante de travailler avec, en tant qu'improvisateur, avec les débutants, avec les plus expérimentés, pour se dire que, en fait, peu importe ce qui va se passer, je vais avoir travaillé ce muscle-là de l'adaptation et je vais pouvoir intégrer un maximum de situations nouvelles et de continuer de jouer avec ça plutôt que d'être paralysé par c'est pas ce que j'avais prévu, qu'est-ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, avec Valet de Cœur, quand on fait nos exercices, notre chauffe, on se met systématiquement en échec, entre guillemets, à se mettre des patterns à n'en plus finir, à complexifier le truc. À un moment donné, on sait que ça va péter un câble et on va on essaie de tester les limites de cette chose en sachant très bien qu'on ne sera pas capable mentalement d'intégrer toutes les informations. Que ce soit cet exercice-là, des patterns, ou les jeux d'association d'idées où on commence à mettre plein de mots. On essaie vraiment toujours de se challenger à ça parce que c'est important de voir jusqu'où on peut aller et puis de dépasser ce qu'on est capable de faire. Alors, en préparant le podcast, j'ai cherché des citations et la plupart étaient très négatives, mais il y en a une que j'ai trouvée et qui, je pense, s'applique ici. Et vous avez déjà tous effleuré ce sujet et on est en train d'en parler, mais j'aimerais juste qu'on aille un petit peu plus loin. Et c'est une citation de Dostoïevski qui dit « Une erreur originale vaut mieux qu'une vérité banale ». Alors, est-ce que l'erreur peut aussi permettre de ne pas être plat ? Je me permets de prendre la parole. Je pense que ça rend... ça met des grumeaux dans la pâte à gâteau, quoi. Ça met des grumeaux. Non, c'est pas bon, les gâteaux avec des grumeaux. Non, c'est vrai que c'est pas bon. Mais, des pépites de chocolat. Non, mais ça met disons que ça met des bosses sur la carrosserie. C'est une meilleure image. Ça... Oui, là, par contre, oui. sur cette stat. Des boutons sur les visages. Ça met du relief sur ces montagnes. Je suis Ça rend vivant, voilà. Donc oui, complètement. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Attends, redis là cette citation parce qu'elle est quand même très belle. Alors, la citation dit « Une erreur originale vaut mieux qu'une vérité banale ». Complètement. Moi, de toute façon, ça me fait écho à quoi? Ça me fait penser à ce qu'on a déjà évoqué, c'est les clichés, c'est les choses convenues, c'est les choses qu'on attend. Et en fait, bon,
faut pas non plus le négliger parce que je pense que il y a des fois des promesses qu'on fait et il faut les tenir. Mais d'apporter un angle original, une scène originale, c'est toujours plaisant déjà à jouer. Et évidemment pour un public de se dire ah ouais c'était une histoire d'amour, mais il y avait quand même ce truc-là original qui ne serait peut-être jamais arrivé s'il n'y avait pas eu une erreur au tout début où on ne s'est pas rappelé le nom du mari, ou si en fait on avait oublié qu'on avait changé de lieu et qu'on n'était plus dans une chambre froide mais qu'on était en haut de la pyramide. Du coup ça change le truc et en fait tu sors du cliché. Moi j'adore ça. J'aurais pu dire pareil que Dostoïevski. Oui, parce que est-ce que finalement dans l'erreur c'est pas aussi l'endroit où on peut exprimer une fantaisie personnelle et particulière, où on va se démarquer avec notre réaction qui finalement est erronée, mais elle nous est vraiment personnelle. Moi, j'avais, je monopolise. Il y avait un de mes profs aussi qui faisait pareil, ces exercices-là un peu débiles. Et du coup, il disait que ce qui était le plus intéressant pour lui, c'était vraiment la réponse en fait. Quand on se trompait, notamment, on faisait des jeux avec des balles, avec des phrases de diction, et en même temps, on se passait d'énergie, et en même temps, il fallait courir dans la pièce. Et au bout d'un moment, on était obligé forcément de puis y arriver. Et il nous disait, parfois, il venait dans ton oreille et il disait, tiens, regarde comment lui réagit. Tiens, regarde comment lui réagit. Et en fait, ce qu'il observait, c'était pas que la balle, elle circule bien, on s'en fout de ça. Mais c'est de dire comment la personne en face de toi, elle réagit parce qu'elle n'y est pas arrivée ou parce qu'elle est à ses limites. Elle se met en colère, elle rigole nerveusement, ou elle est gênée, ou elle tombe par terre parce qu'elle en peut plus. Et toutes ces réactions-là, effectivement, dès que tu t'en saisis, c'est ce que tu dis, c'est que je sais plus ce que tu disais d'ailleurs, mais c'est ce que tu dis. Que c'est là où l'univers personnel des gens et les petites choses s'expriment. Exactement. C'est là où on voit la petite minutie en fait des réactions, parce que toi ta réaction c'est comme ce que je disais tout à l'heure, quand tu tombes à vélo, en fait tes réactions tu les as déjà eues, et c'est pareil quand tu as une information, si par exemple tu es satisfait ou excité ou curieux ou machin, en fait ton corps il a déjà réagi avant toi, et en fait la personne qui est parfois la mieux placée pour le voir, c'est pas forcément toi mais c'est ton partenaire. Donc si ton partenaire il est aussi aiguisé à ça et qu'il arrive à voir que tu as été gêné, à voir que tu as eu la mini-seconde, tu vois, de doute par rapport à une information et qui s'engouffre, comme tu disais Laura tout à l'heure, dans la brèche, plutôt que de dire ah non, je vais pas le mettre mal à l'aise, non, j'ai vu que tu étais gêné. Et en fait, c'est ça qui est en train de se passer. Et comme tu disais Laura tout à l'heure, le public, il l'a vu. Et en fait, de ne pas s'engouffrer dans la brèche, ça c'est presque du coup, l'erreur, elle est presque là en fait. L'erreur, elle est presque de ne pas respecter l'erreur. Et le public, il va se sentir un petit peu trahi. Il dit ah, j'aurais tellement aimé voir ce que c'était cette émotion-là en fait, qui creuse un petit peu et qu'on aille au fond de cette information. Jeff, tu voulais continuer ? Ouais, est-ce que tu peux répéter juste une fois, s'il te plaît, la citation ? Parce que je l'aime beaucoup. Alors la citation, c'est « Une erreur originale vaut mieux qu'une vérité banale ». Yes, ça me fait penser à une autre citation aussi de quelqu'un qui a écrit beaucoup de bouquins sur l'impro, qui est assez connu dans le monde de l'impro, qui s'appelle Keith Johnston. Et justement, c'est d'ailleurs, si pour ceux qui nous écoutent et même vous, si vous avez envie, c'est très, ça fait beaucoup partie de sa pédagogie et de ce qui est ce qu'on retrouve dans ses bouquins. C'est ce sujet-là, donc surtout parler de l'erreur. Donc il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est If you have a good idea, open your mouth and say something else. Je pense que voilà, je dis la même chose que David, mais bien évidemment avec mes mots. Je pense qu'il n'y a rien de plus juste que maintenant. Et tout ce qui a été fabriqué n'est pas maintenant. Voilà, tout ce qui a été réfléchi n'est pas maintenant. Et l'erreur, c'est génial, parce que l'erreur, c'est une provocation d'une nouvelle chose. C'est forcément quelque chose qu'il va falloir qu'on ride. C'est forcément quelque chose qu'on va falloir qu'on utilise maintenant. Parce l'erreur, c'est l'imprévu. C'est Laura qui l'a dit, et c'est vachement bien. C'est exactement ça. Donc, vu que c'est l'imprévu, c'est plus naturel. C'est plus frais. C'est plus juste. C'est plus intéressant. Et c'est marrant parce que c'est tentant de contrôler les choses, surtout quand on commence à avoir des performeurs, tu sais, qui ont un gros univers. Des gens qui connaissent pas mal de personnages, tu sais, des gens qui contrôlent des accents. Souvent, t'as ce truc-là de « Oh, ce soir, je vais sortir ce personnage-là. » Mais comment tu sais ? Non, t'as des gens qui disent ça, mais c'est normal, parce qu'ils ont du fun. Ils ont eu énormément de fun, mais des fois, on fait l'amalgame du fun qu'on a eu dans le passé, tu sais, dans un vieux... T'as eu un bon show, et tu veux le revoir. Mais c'est normal aussi, c'est addictif. Tu as envie de revoir le show qui a été bon, qui a été un moment, tu t'es rappelé de ton personnage, et tu as envie de le revoir, tu as envie de le réutiliser. Et c'est pas négatif, ça. Par contre, vouloir contrôler la chose comme si, c'est-à-dire revoir la même chose, revivre le même moment,
Ah, par contre, il faut vraiment que tu comprennes, ça ne va pas arriver. Alors, de dire qu'il va être similaire et de revoir ce genre de... Ça va arriver si tu n'y penses pas. Parce que de toute façon, tu es qui tu es, donc forcément, il va y avoir des similarités dans ce qui va arriver. Par contre, non, ne contrôle pas le moment. Et donc, oui, si tu as une bonne idée, ouvre ta bouche et dis quelque chose d'autre. Merci, Tiff. Oui, je voulais rajouter que du coup, ça rejoint ce qu'on disait sur le lâcher-prise. En fait, finalement, l'erreur je pense que on va faire l'erreur quand on n'est plus dans le contrôle et on va se rendre compte qu'on a fait une erreur parce qu'on n'est pas dans le lâcher-prise. C'est un peu pour rejoindre ce que disaient Laura et Jeff. Et moi, il y a une citation que j'aime beaucoup. Je ne sais pas de qui elle est, mais c'est « attendre l'inattendu ». Et je crois que c'est un peu ma philosophie de la vie. Mais je me dis que sur scène, pourquoi pas l'appliquer aussi, en fait. Et prendre tout ce qui arrive comme un cadeau et même ces erreurs-là, quoi, finalement. Ah, en parlant de citation, j'ai envie d'en dire une, du coup. Et non, en fait, j'étais en train de réfléchir. Vas-y. Non, mais Putain, ouais, faut que j'en trouve-en trouve une, une. David. Attends, je vais sur Google. Non, mais en fait, Non, j'étais en train de me dire, non. j'en connais qu'une et ça marchera pas. Et je me dis, mais si, finalement, si. Ma citation est la suivante. Un con qui marche ira plus loin que deux intellectuels assis. Ouais, pas mal. Pas mal. Ça marche aussi, parce qu'il va faire des erreurs, peut-être le con. Et il ira loin. Donc voilà, j'en ai une et je suis très fière. Maintenant, David, c'est à toi. Sors-nous une citation. Eh bien, écoute, je vais en créer une. Voilà, je ne vais pas citer quelqu'un. Je vais créer une citation en live. Voilà, on est mardi 17 juin 2020. Cette citation sera dans tous les livres que j'écrirai à partir d'aujourd'hui. Je dirais peut-être que l'impro, en fait, c'est juste d'aller d'erreur en erreur. Ouh, c'est beau. Bravo. Alors dites-moi, comment on s'en relève d'une erreur ? Parce que vous êtes tous des comédiens aguerris et vous avez l'habitude. Et maintenant, peut-être que ça vous fait plus peur. Alors déjà, est-ce que ça vous fait encore peur ? Mais surtout, comment on vit l'après ? Ou comment, même sur scène, on réagit ? Quoi faire ? Non, mais c'est vrai, parce que parfois, on va faire quelque chose de faux sur scène et on ressasse, et on ressasse, et on ressasse. Surtout quand on n'a pas l'habitude. Donc, comment est-ce que vous avez géré ou vous gérez encore l'après ? Oui, Laura. Alors moi, c'est pas toujours conscient, mais il y a quelqu'un de la FBI qui m'avait dit ce que j'adore chez toi. J'étais là depuis pas très longtemps et qui m'a fait, je pense, un compliment, mais qui m'a dit ce que j'adore chez toi, c'est que quand tu te plantes, quand tu te plantes, tu te plantes vraiment. Et c'était un compliment. Je disais, ok, merci. Et donc c'est pas toujours conscient, mais c'est d'aller à fond dans le truc, quoi. Et effectivement, des fois, on peut c'est peut-être pas tout bien intégré, on n'a peut-être pas compris dans quel décor à mon sens t'allais, etc. Mais c'est d'aller à fond dans le truc. Donc, moi, genre, si j'avais un conseil à donner, ce serait plante-toi et plante-toi en beauté. Et personne ne meurt de ça. Ouais, en fait, ce que Laura a dit, mais je me demande si moi, je sais pas si c'est cette personne à laquelle tu penses, mais moi, je pense que je te l'ai déjà dit parce qu'effectivement, ça, c'est un trait de Bah, il y en a deux alors. Vous êtes deux. Deux, mais Ah, mais on est trois, je te l'ai dit aussi. mais tu te rappelles de l'autre personne, Trois. voilà. Tu te rappelles pas de moi. Si, je me souviens. Mais ouais, j'adore ce côté-là. Ouais, va au bout de ton idée, quoi. Tu vois, c'est mal embarqué, mais c'est pas grave. Va au bout du truc. Encore une fois, on risque pas nos vies, tu vois. On risque d'égratigner un petit peu notre ego, mais bon, ça avec le temps. En faisant ce métier, on en a déjà pas beaucoup. Ouais. Et du coup. Ouais, bah en tout cas, on démarre. Je pense qu'on rentre dans le métier avec un gros ego. Ouais, et on en ressort. Ah oui, on plus ce que c'est. ouais. Mais du coup, tu disais comment on s'en relève. C'est une bonne question parce qu'en fait, là, effectivement, comme tu dis, on a un peu plus d'expérience, même si on a encore des expériences qui sont parfois sur scène plus agréables que d'autres. Hein. Mais tu peux effectivement sortir d'un spectacle et être profondément mécontent, déçu de comment ça s'est passé, déçu de ta prestation, déçu de tes collègues ou de plein de choses. Donc tu peux vraiment sortir mal d'un spectacle. Mais je pense que ouais, déjà d'une part se dire que c'est normal qu'il y ait des spectacles qui fonctionnent mieux que d'autres. Ou même des trainings, des fois tu fais des trainings dégueulasses et tu dis mon Dieu mais qu'est-ce que c'était quoi ce truc là, tu vois, et je pense que déjà de se dire ok, ça fait partie déjà de la progression. En fait, si tu veux apprendre, si tu t'es trompé en training et en spectacle, bah, ça veut dire que tu as découvert des choses, donc
ça, c'est un côté un peu plus positif, c'est voir le verre à moitié plein. Après, de se dire, le conseil que je peux donner, c'est de continuer en fait. Tu as fait un spectacle dégueulasse, continue, fais un autre spectacle. Tu as fait un training dégueulasse, va à ton prochain training, tu vois. Essaie de le mettre de côté, qui t'empoisonne pas trop la vie. Et tu vas à ton prochain training et il va se passer un autre moment. Essaie de faire en sorte que le moment d'avant, on va dire, n'impacte pas trop le prochain moment. Et puis après, ouais, réduire un petit peu les enjeux de ça, de se dire au final, au pire du cas, qu'est-ce qui s'est passé? Des gens sont venus, ils ont payé 10 balles, 15 balles et ils ont vu un mauvais spectacle d'improvisation. C'est ça. Et puis toi, t'étais la personne qui les a pas fait rire pendant 1h15. Tout le monde t'a défoncé dans la critique. Et tout, pendant 3 heures au bar, les gens ils ont parlé de toi, à quel point t'étais nul. Et c'est tout ce qui peut t'arriver. Ils t'ont montré du doigt. Ils t'ont montré du doigt. Et non, mais voilà, après, effectivement, pour l'ego, c'est pas agréable, mais on risque pas nos vies encore une fois. Donc, je pense, ouais, continuez, restez en selle et voilà, on continue au prochain training, prochain spectacle. Yep. Ouais, la semaine dernière, j'en parlais justement. Moi, j'ai eu une XP d'un gros, comme disait David, dans ces moments bien dégueulasses, mais justement, moi, c'était assez fort psychologiquement parce que ça m'a fait réaliser que j'étais toujours vivant après, tu vois. Ouais. Et je me touche et je fais, hey, c'est bon, il y a un après en fait. Et au-delà de ça, au-delà de l'après, c'est ça m'a appris aussi, c'est que je me suis pas amusé en fait, au-delà de ça. C'est-à-dire que j'ai passé déjà mon spectacle à me prendre la tête parce que pendant le spectacle, je me jugeais, et après le spectacle, je me juge, donc je me suis pas amusé. Donc qu'est-ce qui se passe? Je vais chercher le fun. Le fun, souvent, il arrive aussi quand on laisse libre cours à ce moment d'erreur. C'est tout. Quand on n'essaye pas de contrôler l'outcome. Quand on n'essaye pas, you know what I mean. Non, mais je veux dire, voilà, et c'est aussi ce truc-là, je pense. Quand on se met pas un bâton dans la roue, quoi. Hein, le fameux bâton. C'est important. Non, mais vraiment, après, c'est facile de dire, c'est facile aussi de le dire. C'est intéressant ta question parce que c'est aussi très facile de dire oui, oh là là, et maintenant j'ai compris. Et à chaque fois que je fais un spectacle pourri que j'aime pas, je reviens. Non, c'est pas vrai. La vérité, c'est qu'on a tous. Il y a des gens qui arrêtent, Jeff, juste pour compléter, après je me retire, mais il y a des gens qui arrêtent vraiment l'impro pour. Ah ouais, mais attends, mais c'est pas ce que j'allais dire. C'est pas ce que j'allais dire. Si je peux me permettre là-dessus. Non, j'allais pas dire ça. Je suis plus d'accord avec toi. Ce que je veux dire par là, c'est que justement, les gens arrêtent l'impro. Moi, ce que je veux dire, nous, on n'a pas arrêté pour la simple et bonne raison que. Mais on n'est pas. Dans le sens, il n'y a pas. Moi, en tout cas, je pense pas que je sois passé au-dessus du jugement personnel. C'est pas vrai. J'ai pas envie de vous dire que j'ai trouvé la recette miracle qui permet d'enlever le fait de monter au cerveau. Ni le jugement des autres. Je pense que ça n'existe. Enfin, pour moi, en tout cas, et je trouve ça fabuleux si c'est arrivé. Mais je pense que ça arrive progressivement à le fait. Mais c'est aussi rapport à la vie. Et là, on va dans la philosophie personnelle. Mais c'est le fait de se connaître, en fait. On a souvent des idées de nous-mêmes qui peuvent être fausses. Et je pense que si on se voit comme un autre type de comédien ou un autre type de personnage ou quelque chose d'autre, c'est là que le problème arrive. Accepter ses faiblesses, accepter ses forces et surtout se rappeler de ses forces. Le problème avec les comédiens en général qui font beaucoup d'impro, c'est qu'ils oublient leurs forces. Et je pense que c'est aussi important. Et voilà. Il y a beaucoup de mouvements qui se passent derrière moi pendant que je parle. Donc je vais laisser les gens s'exprimer. C'est parti. Alors, c'est un peu pour rebondir sur ce que disait Jeff très rapidement par rapport à cet auto-jugement. Je pense que c'est un chemin personnel aussi. Moi, personnellement, j'ai déjà expliqué dans un de nos épisodes que j'avais fait une coupure de 2 mois, un peu ma première année avec la FBI, il y a presque 10 ans maintenant, parce que je n'arrivais pas à gérer cette erreur. C'est comme si j'avais fait une erreur pendant ce match. Je n'arrivais pas forcément à pointer du doigt. Des fois, on sort d'un spectacle, on sait que il y a un truc qui a cloché, mais on n'arrive pas trop à savoir quoi. Et je pense, peut-être pour moi, ça serait de vivre dans le moment présent. Et c'est un peu ce que j'applique maintenant. C'est-à-dire que tout ce qui se passe sur scène reste sur scène. Ça s'est passé, c'est comme ça. Et quand je sors de scène, c'est juste aller boire un verre, quoi. Voilà. Et en fait, ça me permet de ne pas mentaliser, de pas revenir... Parce que les premières années, on va en rêver la nuit, ça va nous empêcher de dormir. On aurait pu faire ça et puis faire ça. Ah, mais je lui ai dit ça, mais j'aurais dû lui dire ça. Et alors, du coup, on ne dort pas pendant des années. Et je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas vraiment. Il y a eu un déclic à un moment donné, mais peut-être aussi parce que j'ai fait un chemin personnel sur d'autres trucs, j'en sais rien, qui me permet maintenant, depuis au moins 2 saisons, de me dire ce qui se passe sur scène, c'est passé. Il y a une erreur.
on l'a prise, on l'a pas prise, et ça a donné ce que ça a donné. Et après, les gens reviennent ou reviennent pas, et il y a toujours des gens de toute façon. Faut pas oublier aussi que les spectateurs seront toujours admiratifs de ce qu'on fait, parce qu'ils le font pas. Et on fait une discipline assez spéciale, sans dénigrer du tout le théâtre classique, parce que j'en fais aussi, mais où tout est basé sur la spontanéité. La majorité de notre public n'est pas dans ce truc-là. Alors, en fait, j'avais dit tout à l'heure que l'erreur en impro, c'était un manque d'écoute, par exemple. Pour moi, ce qui est vraiment une erreur en impro, c'est en match d'impro d'être compétitif sur un match. Je pense que c'est une grave erreur et je l'ai vu maintes fois. Personnellement, moi, j'ai jamais regardé. Pourtant, je suis hyper compète, mais j'ai jamais regardé les points dans un match parce que c'est pas le but en soi. C'est qu'un décorum, ça, tout ça. On s'en fiche complètement. Et Dieu sait que je suis compète dans la vie, mais dès qu'il est question de match, on est en train de créer des histoires ensemble, on est dans autre chose. C'est pas ça l'important. Donc ça, je dirais que c'est une erreur, première chose. Deuxième chose, blesser un partenaire sur scène, mettre en danger son partenaire. Je regretterais si je l'abordais pas. En fait, par exemple, il y a toujours cette histoire de la fameuse claque. Des fois, moi, j'ai déjà vu sur scène, j'étais en public, j'ai vu sur scène quelqu'un décrocher une claque à un autre acteur. Et franchement, dans le public, on a tous fait... On a vu que c'était une claque trop forte, trop près du tympan, qui a dû faire mal, la joue était toute rouge, et tu te dis non, en fait, on vient pas là pour voir ça. Ça doit être maîtrisé, ça rend les choses amateurs, c'est dangereux, et pour moi, ça, ce sont des choses, en tant que prof, en tout cas, je laisse pas passer, parce que on doit se protéger, on doit être dans des lieux safe. Et donc, je tenais juste à dire ces deux choses, mais sans forcément ouvrir un nouveau sujet. Pour moi, c'est quand même essentiel. Moi, je suis content que tu aies ouvert ce sujet-là, parce que je suis complètement d'accord. Non, je veux pas élaborer plus que ça, tu as tellement raison. En fait, finalement, tu as raison, les seules erreurs, c'est pas les erreurs qui sont liées au jeu, c'est lié à tout ce qui est autour, et effectivement, la sécurité. Les autres. Ouais, la sécurité de soi, des autres, du public, en fait, ça fait partie des choses qui ne sont pas pardonnables. Tout le reste, effectivement, en jeu, c'est quelque chose que tu peux jouer avec. En fait, côté jeu, c'est je m'amuse, il n'a pas dit le bon truc, ça c'est marrant. Mais quelqu'un, effectivement, qui se fait mal, il n'y a rien de drôle, il n'y a rien d'intéressant pour personne, et on n'est pas là pour se faire du mal, donc tu as complètement raison. Et comme tu dis, en plus, pour le public, il n'y a rien de plus qui te sort plus d'un spectacle que quelqu'un que tu as l'impression qui est en danger. Et moi, j'avais un de mes profs qui, justement, nous disait ça sur la question de sécurité. Si, par exemple, tu joues avec, peut-être en impro moins, parce qu'on n'a pas souvent d'accessoires, quoique, mais si tu as une bougie, tu vois, sur une table, et qu'à côté de ça, tu as quelqu'un qui est trop proche et qui a un manteau avec des plumes et tout ça, et tu dis, mais mon Dieu, il va prendre feu, quoi. Et en fait, tu écoutes plus du tout ce qui est en train de se passer, et ton seul focus, c'est la putain de bougie avec les putains de plumes, et tu dis, mince, il va prendre feu, il va prendre feu, il va prendre feu. Et même, tu vas couper ta respiration, et tu vas pas respirer jusqu'à ce qu'il soit éloigné de la bougie. Donc ça c'est vraiment important. Toutes les mises en scène que l'on fait et que vous faites, faites vraiment attention à l'aspect sécurité. Même si vous vous dites mais t'inquiète, on maîtrise, pensez au public qui a l'impression qu'il y a quand même un danger et que ça va sortir du show. Et donc super point Laura. Et le deuxième truc que je voulais rajouter, c'était par rapport à je sais plus ce que tu dis, je crois que c'est Émilie, mais je ne me rappelle plus exactement. Bref, ça m'a fait penser à quelque chose que je fais depuis peu en fait. Je crois que ça fait peut-être un an, même pas un an, je crois que je fais ça de plus dans mes cours, où j'incite à les élèves, et même dans notre troupe, je ne sais pas si on l'a beaucoup fait avec Valais, un petit peu peut-être, mais de se dire des compliments les uns aux autres, de reconnaître vraiment les points forts, de reconnaître ce qu'on aime chez les uns, chez les autres, dans le jeu, puis après ça peut être même au-delà des qualités, parce que c'est vrai qu'on a quand même une culture justement de l'erreur, de c'est pas bien, de on aurait pu mieux faire et tout ça, et en fait on passe pas suffisamment de temps à se dire putain j'adore tes persos, j'adore ta présence physique, j'adore ta voix, j'adore ton univers, ta vaillance. Ouais, ta vaillance. Ça, c'est un truc que m'avait dit Laura quand elle m'a dit en 2 mots. C'était Émilie qui avait lancé l'exercice en plus. Oui, vous allez dire quelque chose de positif à la personne qui se trouve à votre gauche. Il est vaillant. Et Émilie, tu m'avais dit aura.
Je me rappelle. Laura. Laura. Et bah ouais, en fait, tu vois, Émilie, en fait, on vient de retrouver l'origine de ce truc-là. Et je pense que ça a fait son bout de chemin. Et maintenant, je trouve que c'est vraiment très important. Et Ouais, c'est ça quelque nous a chose- marqué en plus. Ouais, et c'est quelque chose sur lequel on a généralement beaucoup de pudeur, en fait. On a beaucoup de pudeur, je sais pas pourquoi, beaucoup de retenue à dire des compliments aux uns aux autres. J'ai l'impression que ça nous expose quelque part de dire j'adore ce que tu vois, j'adore quand tu fais ci. Et ça peut être des petits détails. Et en fait, je pense qu'on mesure pas assez l'impact que ça peut avoir pour les gens qui reçoivent ça en termes de confiance et en termes de ok, bah en fait, tout ça, c'est cool, les gens apprécient. Et bah du coup, je peux peut-être me permettre de faire d'autres choses parce que ça va moins me mettre en péril sur mon ego ou ma construction de moi en me disant je peux me permettre de rater des trucs parce que de toute façon, il y a des trucs que je fais bien, quoi. Oui, bah, du coup, ça m'a fait... Il y a deux choses, parce que du coup, vous avez parlé de ce que j'avais amené et qui est super important pour moi. Mais d'abord, je voulais rebondir sur cette erreur de claque. Moi, j'ai donné en match à la FBI une grosse baffe. C'était sûrement moi. Mais c'était violent, assez violent. Je ne sais pas d'où c'est parti, mais je l'ai vécu vraiment comme une erreur. Et je crois qu'à partir de là, ça m'a fait réagir et réaliser que j'allais quelque part où il ne fallait pas. Et du coup, c'est vrai que dans mes coachings, mais même avant ça, mais pour moi, c'est hyper important de montrer ce qu'on fait bien les uns aux autres pour avoir en fait conscience de la valeur qu'on a. Et pas de focaliser sur les erreurs qu'on va faire. Alors, ce mot, on va le retirer, Alex, du vocabulaire, il ne nous plaît plus. Mais en tout cas, des choses qu'on fait, qu'on est moins à l'aise, etc. Qui est pas, voilà. Et la majorité des équipes vont un peu pointer du doigt. T'arrives pas à faire une chantée, tu vas faire une chantée pendant 10 séances. Enfin, j'exagère, mais au lieu de se dire, qu'est-ce que je fais bien ? Qu'est-ce que, du coup, ça va m'amener à aller travailler autre chose. Et c'est hyper important dans une équipe de partager ça. Et c'est vrai que quand j'ai coaché la FBI, je l'ai fait au moins 2 fois. Je pense, Jeff, je crois avant que Laura et David arrivent, je l'avais fait. Et puis après, je l'ai fait quand vous étiez là. Pour moi, c'est hyper important en fait de partager ça parce que c'est ça aussi qui va faire la force du groupe et qui va faire que Jeff a un super exo qu'on faisait quand on partait en déplacement avec la FBI où avant le match, un joueur se met de dos et les autres vont dire tous les compliments et tout ce qu'il fait bien sur scène, etc. pour le charger en positif, etc. Au lieu de dire bon alors la chantée tu rentres pas. On le sait de toute façon, donc on n'a pas besoin de rappuyer dessus. Mais par contre, on se rappelle qu'il fait un bon perso, il fait une narration, etc. Je pense que c'est hyper important. Mais c'est même pas important, je pense que c'est essentiel. Ouais. Juste pour finir là-dessus, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit et je pense que c'est assez deep du coup le point qui a été mis par Laura et c'est très intéressant. Et oui, quand on improvise, il y a quand même une vraie erreur et l'erreur, ça peut être justement de pas prendre soin des autres et de pas faire attention au public et d'avoir ce truc-là. Et je pense que, voilà, parce qu'en fait, on peut véhiculer énormément de choses via l'impro, des choses magnifiques et incroyables, comme des choses négatives, malheureusement. Et aussi, ce qu'a dit David est très intéressant. Le public a cette tendance à être très à l'écoute et aussi très capable de décrocher quand il a l'impression qu'il y a un danger qui est trop rapport à la vie, justement. J'ai souvent vu ça, des moments où, voilà, justement, comme vous l'avez dit, une claque ou d'autres trucs, je crois, je sais pas, une table qui bouge, un mouvement trop brusque, ou le fait que, justement, des comédiens qui assument peut-être pas leur colère, par exemple, justement, un vrai conflit, par exemple. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse comme conflit au théâtre, ça c'est très intéressant, le conflit, en impro et au théâtre, c'est 2 comédiens qui savent qu'ils sont en train de jouer le conflit. Ils savent. Ça veut pas dire qu'ils l'interprètent mal, ils le font vrai. Mais ils le savent. C'est le prémisse. Ils se sont entraînés, ils connaissent toutes les techniques qui font qu'ils sont en train de faire. Je suis d'accord avec toi, je suis en train de m'engueuler. Toi et moi, on est d'accord sur le fait qu'on s'engueule. Par contre, le conflit, c'est-à-dire là, on s'engueule. On a 2 improvisateurs qui ne sont pas d'accord. Pas de personnages qui ne sont pas d'accord. On a 2 improvisateurs qui ne sont pas d'accord. Et ça, c'est pas beau. Ça fait cringer. Et même au-delà du cringe, parce qu'à la limite, le cringe, il peut peut-être amener à quelque chose d'autre, on ne sait pas, mais s'il est light, tu vois. Mais vraiment un truc fort de oh là là, ces 2 personnes ne s'entendent pas et ça marche pas, ils cliquent pas et ils se le montrent, ils se font un concours de blagues ou pire, ils se font un concours d'efficacité, c'est horrible quoi. Et au-delà du fait, c'est même pas le malaise, parce que le malaise, justement, on en a parlé tout à l'heure, il faut passer au-dessus, on s'en fout, c'est même pas la question, c'est l'empreinte que tu mets sur les autres en fait.
le respect que tu dois avoir de ton public et tes coéquipiers, en fait, là-dessus. C'est tout. Mais merci pour ce point, c'est vrai que c'est un point très intéressant. Et ce que tu dis là, Jeff, sur cette notion de confiance, d'acteur à acteur, en fait, ça c'est super important de se dire, en fait, qu'il y a une sorte de contrat tacite entre comédiens, de se dire on va pas se faire du mal, tu vois, et que j'arrive dans un endroit où c'est safe, en fait, on va jouer, mais ton intégrité physique, psychologique, et tout ça, ça va bien se passer. Et c'est vrai qu'on parle de violence physique. Mais maintenant que j'y pense, je me dis que tout ce qui va autour aussi de la manière dont on se traite les uns les autres, que ce soit en coulisses, que ce soit sur un banc de... Ouais, ça peut faire encore, ça peut être encore plus damaging qu'une claque au final, tu vois. Si quelqu'un te dit, bah non, mais ça va, tu vas arrêter l'impro parce que c'est vraiment de la merde ce que tu viens de faire. Et qu'il retourne sur le plateau, toi t'es là avec ton truc, tu fais ça, tu peux le traîner pendant des années, quoi. Donc ne le faites pas. J'ai un exemple justement de ça et je nommerai pas la personne, mais je me rappelle, c'était fort et en fait, des fois, tu as des réactions, tu t'en rends pas compte. Et je pense qu'il y a eu une fois, mais c'était vraiment les premières années de la FBI. Et cette personne, ce comédien, va sur scène dans une comparée. Mais voilà, c'était un de ses premiers matchs. Et nous aussi, d'ailleurs. Il va sur scène dans une comparée. Pendant la comparée des autres, il n'avait pas compris que c'était une comparée. Et je me rappelle que notre réaction, elle était vraiment terrible. Parce qu'on a fait « Non !» tu vois. Et en fait, on l'a dégoûté de l'impro, pratiquement, je crois. En tout cas, de cette forme d'impro. Parce que Mais parce que ça lui convenait peut-être pas aussi. Peut-être, mais en tout cas, voilà, je sais que c'est juste, c'était pas le comédien, parce qu'on parle de quelqu'un de très capable et enfin, de super, rien à voir avec ça. Et c'est ouf de voir, enfin, moi, je me rappelle avec dégoût de notre réaction. Donc, c'est ça que j'apprends moi aussi. Ça, c'est comment. J'étais là aussi. Comment est-ce que tu vis ça, quoi? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Et rappelle-toi que c'est qu'un jeu, quoi. C'est nous, ça n'était nous l'erreur à ce moment-là, bien évidemment. Il a fait l'erreur de pas respecter la règle. C'est-à-dire que, voilà, mais c'était nous l'erreur, pas lui. Mais parce qu'on se mettait la pression et parce que c'était nos premiers matchs. Et je me rappelle de cette pression qu'on se mettait. Et du coup, j'imagine que nos élèves qui font leur premier match, etc., ou leur premier show, il y a la pression. En fait, la pression, oui, il faudrait réussir à l'enlever. Alors, pour terminer, j'ai une dernière question. Et je vous demanderai d'être bref. Quelles sont les plus belles leçons que vous avez apprises suite à une erreur, entre guillemets, suite à des expériences que vous avez mal vécues? Moi, perso, je vais pas passer en dernier cette fois-ci, tu sais quoi, bim. Moi, perso, une des leçons, je sais qu'il y en a plein, mais là, une des leçons qui me revient là, c'est de faire confiance à mon instinct. Je me rappelle qu'à une époque, je jugeais mon instinct quand il arrivait. Et je me rappelle qu'une fois, le jour où ça s'est débloqué, c'est qu'il y avait un improvisateur vraiment incroyable, génial, à côté de moi, qui rentre sur voilà, ce qu'on appelle la même idée. Souvent, on dit ça, j'avais la même idée que toi. Ouais, mais bon, t'es pas allé, quoi. Et tu l'as pas réalisé, donc non. Et en fait, il avait cet instinct, peut-être à peu près le même que moi, il l'a réalisé à sa manière. Je me rappelle très bien, je crois qu'il y avait un comédien qui approchait, il disait qu'il se regardait dans le miroir. Et on était tous les deux à côté sur le banc, mais le comédien dont je parlais était un petit peu plus à droite que moi. Moi, j'étais beaucoup plus en face que celui qui proposait qu'il y avait un miroir. Donc l'idée, c'était juste de se lever et de faire cette image dans le miroir, c'est tout. Hein. Mais c'est juste que je me rappelle très bien, je fais, je me lève. Et le temps que j'y réfléchisse, c'était passé, quoi. Donc fais confiance à ton instinct. Voilà ce que j'ai appris une des leçons que j'ai apprises de mes erreurs. Voilà. Oui, moi, c'est le jour où j'ai arrêté de me mettre à la pression d'être la bonne élève en impro. Et d'arrêter, en fait, je sais même pas ce que ça veut dire maintenant, en fait. Mais de bien faire, ou comme s'il y avait un code, comme s'il y avait un manuel, etc. Et de juste, du coup, suivre mon instinct et d'y aller. Ça va un peu dans l'esprit, et puis on en a déjà parlé tout à l'heure, d'aller dans la brèche et d'aller au fond des choses comme Laura. Et je me dis qu'en fait, à partir du moment où tu sens que tu es sur ce petit, moment-là où tu bascules dans le jugement de qu'est-ce que je suis en train de faire et tout ça, moi, donc ouais, du coup, pour mon expérience personnelle, ça m'est arrivé et en training et en spectacle, en fait, d'être un petit peu sur la retenue, en voyant qu'en fait, l'idée, en fait, elle est en train de se former. Il y a aussi ce moment-là que tout n'est pas clean tout le temps en impro, et en fait, il y a souvent des moments qui sont des moments d'adaptation ou de réadaptation, où tu es en train toi-même parfois de comprendre ce que tu es en train de faire, où tu es et ce qui se passe. Et en fait, des fois, ce temps-là,
il a besoin de s'étendre un petit peu. Tu as besoin parfois de plusieurs secondes, parfois quelques dizaines de secondes pour comprendre et pour savoir où tu vas. Et une des choses, on va dire que maintenant j'accepte plus, c'est de ne pas savoir pendant de plus en plus longtemps. Maintenant, je ne peux ne pas savoir pendant plusieurs minutes. Vous demandez à Laura et Jeff. Je peux être dans un endroit avec peut-être vraiment quasiment rien d'informations. Tu vois, tu peux être en train de faire quelque chose avec tes mains et tu peux mettre très longtemps avant de savoir pourquoi tu es en train de faire ce truc-là. Ou d'avoir une attitude, tu vois, de colère, mais tu ne sais pas pourquoi tu es en colère. Et je pense qu'avant, je me précipitais un petit peu pour essayer de justifier en fait toutes ces choses-là, toutes ces informations-là. Et du coup, ça sonnait faux, évidemment, parce que c'était mettre un peu trop de mental dans quelque chose qui commençait à exister par soi-même, à être organique, et ça tuait un petit peu ça. Et maintenant, j'attends vraiment plus longtemps, et c'est ça que je pense que ça m'a apporté, le fait de faire ces erreurs-là, de ne pas assumer, en fait, de ne pas savoir. Ça me permet maintenant d'assumer plus, en fait, de ne pas savoir, et pendant plus longtemps. Et des fois, l'information, c'est même pas moi qui l'ai, c'est quelqu'un d'autre qui va rentrer et qui va avoir compris quelque chose, en fait, de ce que moi, j'avais pas du tout compris. Et pour lui, il a vu un truc, et il rentre dedans, et là, par contre, toi, t'es méga open. Tu dis, moi, j'ai préparé un petit peu de terreau, tu viens avec ta graine, et on va voir ce qui pousse. Et moi, j'avais, pour être très spécifique, j'avais fait un training à Lyon avec ma troupe. Et on avait fait un training assez punch, assez comédie et tout ça. Et j'avais commencé un début d'impro qui était très, très posé. Tu vois, je sais plus, je crois que j'attendais avec une valise, tu vois. Et en fait, c'était un exercice où après, les uns les autres rentraient, tu vois, dans l'impro. Et en fait, j'avais juste posé ça. Et j'avais vu après, dans leur réaction, qu'il n'y avait pas beaucoup de matière, en fait. Tu vois, effectivement, je n'avais pas donné beaucoup de matière. Et moi, je l'avais un peu vécu comme, ah ouais, j'ai fait une erreur, j'aurais dû en faire plus, j'aurais dû donner plus, etc., etc. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas en donner plus et donner des éléments, mais sur ce moment-là, je l'avais un petit peu mal vécu en me disant, ah bah ok, il faudrait que je fasse différemment. Alors qu'en fait, assumez ce que vous êtes en train de faire et laissez le temps de développer cette information, #erreur. Alors, je dirais, si j'avais une leçon à en tirer d'une erreur, ce serait, ça m'a permis de comprendre qu'on n'était jamais autant dans le ici et maintenant que quand dans ces moments de je ne sais pas, dans ces moments de ça ne se passe pas comme prévu. Et que ça nous enlève de ce pilote automatique, peut-être plus en théâtre, par exemple. Et donc voilà, c'est être au cœur du ici et maintenant qui est quand même le but quoi, de l'impro, du théâtre. Super, mais merci. On arrive à la fin de ce podcast. Merci à vous quatre donc pour cette discussion autour de l'improvisation. C'était la compagnie Art Fabrique. Prochain thème, l'acceptation. Et si vous, les auditeurs, avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer comme d'habitude par email ou bien à poster sur Facebook. Le but étant d'avoir une session Q&A à un moment. Je vous remercie à tous. À la prochaine. Merci Alex. Et prenez soin de vous. Salut. Salut. Merci Alex. Ciao.